Lamia Ben Mkhlouf, welcome. Merci. Très très content de te recevoir. Bah, plaisir partagé. Tu es la directrice générale de Technopark, donc une institution qui est emblématique dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de la technologie au Maroc, qui maintenant a 20 ans, un peu plus, entre Oui, 20 et 25 ans, un peu moins de 25 ans. absolument. On va parler justement de ça parce que ce qui est intéressant, c'est que tu as accompagné Technopark depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a l'évolution de Technopark. Et en parallèle, c'est aussi l'évolution du monde de la tech, en fait, qui s'est fait parallèlement à Technopark. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de revenir un peu sur tout ça, sur ton parcours, bien sûr, sur l'histoire de Technopark et sur l'état de l'écosystème d'innovation aujourd'hui et de la comparaison avec son état il y a 20 ans pour voir l'évolution. Si ça te va, bien sûr. Ah, absolument. Bon, il me faudra combien 10 heures pour, pour Ouais, on aborder va tous ces essayer de le faire sujets. en un peu moins. Parfois, justement, on nous dit nos podcasts, ils sont parfois un peu longs. Mais on va pas essayer de pas faire 10 heures, mais on va essayer de prendre le temps quand même pour parler de tout ça. Très bien. Bah, en tout cas, je dirais que le Technoparc Maroc aujourd'hui est une très belle histoire sur plusieurs aspects, hein. Déjà sur l'implication du public et du privé pour lancer le premier incubateur de start-up technologique au Maroc. Donc c'était en 2000. Ouais, donc il est lancé comme un partenariat public-privé. Absolument, oui. C'est donc l'État, à travers le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, aujourd'hui. Mais avant, c'était le CEPTI, Secrétariat d'État, Poste et Télécommunications, je crois, les années 2000, 99-2000. Et puis les banques, principales banques, notamment Bank of Africa, Tigeri, BCP et la CDG. Donc ça, c'est les actionnaires historiques du Technoparc. Et le Technoparc a toujours été géré par une société privée à capitaux mixtes. Donc c'est un peu, je veux dire, la gestion moderne, mais pour dispenser des services publics. Ouais, déjà un modèle intéressant. Voilà, donc Donc déjà le c'est de modèle en l'investissement lui-même est public et innovant. privé et de la gestion aussi publique et privée. C'est la gestion, c'est une société anonyme à capitaux mixtes, D'accord. d'accord, avec conseil d'administration, commissaire aux comptes, organe de gouvernance, donc on est bien. Et capitaux mixtes, ça veut dire? Ça veut dire capitaux de l'État Ça veut dire capitaux de l'État et capitaux et du privés. privé, et du privé. Et donc c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est exactement le genre d'investissement où on implique le privé et le public pour bien gérer les services aux citoyens en général et aux entreprises. C'est quoi l'idée initialement? Parce que je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de la création de Technopark. C'est aussi l'histoire un petit peu du secteur technologique. Euh, L'idée, c'est fin années 90 Absolument. et la mise en place fin années 90, début années 2000. Comment C'est ça se la passe à ce bulle moment-là? Internet à l'époque, où le gouvernement à l'époque, avec la vision royale, parce que c'est Sa Majesté qui a inauguré le Technoparc de Casablanca, donc c'est l'émanation d'une vision royale. Et on n'oublie pas que ce bâtiment était un bâtiment qui appartenait à l'administration des douanes. Et donc l'administration devait s'installer à Casablanca. Il y a eu un changement à l'époque pour aller s'installer à Rabat. Et donc c'était un bâtiment qui est resté vide pendant quelques années. Et donc en fait, il y avait trois options. Soit en faire un hôpital, soit un hôtel, parce qu'il est près de l'aéroport quand même, soit le premier incubateur de start-up au Maroc. Et c'était vers ce troisième choix C'est difficile de qu'on est convaincre allé. ou ça s'est fait Bah, ça s'est naturellement? fait. Bon, j'étais pas présente, mais ça, en tout cas, c'est ce qu'on raconte aujourd'hui. Il y avait des organismes derrière, la PEBI, le ministère à l'époque, et puis des têtes pensantes. Et puis, Sa Majesté était pour la création du premier hub de start-up technologique au Maroc. Donc, à l'époque, on ne savait pas ce que c'est qu'une start-up. À l'époque, on se dit, c'est quoi la technologie et pourquoi. Donc, c'était considéré comme un secteur à part. Déjà, ça n'avait pas le Euh, même nom. C'est ça, on parlait pas de start-up, c'était peut-être Petite entreprise technologique. entreprise technologique. Voilà. Ok. Et voilà, donc c'était le premier, je vais dire, la première pépinière de TPE technologique à l'époque, copiée sur un modèle français, mais qui par la suite devait être adapté à la réalité marocaine. Et donc, le premier avantage compétitif, c'était d'abord l'accès au foncier. C'était pas évident pour qu'une petite entreprise loue à Casablanca un Mhm. appartement ou achète du foncier. La question, c'est, OK, Donc, si on a envie d'avoir plus d'entreprises technologiques, de quoi elles ont besoin? voilà. Donc, ils ont besoin Étape 1, elles ont besoin d'un d'immobilier. espace aménagé. Quand je dis aménagé, c'est-à-dire Internet, enfin fibre optique, installation électrique. Donc, en fait, c'est venir, c'est plug and work.
Et donc, on avait donc l'accès aux locaux à des tarifs très bas, qui n'ont d'ailleurs pas changé jusqu'à aujourd'hui. Entre 2002 2002 et et 2026, c'est aujourd'hui, resté le même prix? c'est les mêmes tarifs. Ok. Et voilà, je crois qu'on est la seule Mais ajusté à institution, l'inflation ou pas même d'ajustement à l'inflation? pas, même pas, Même pas même inflation? pas. J'ai dit que c'est les mêmes. Je crois que Non, parce que parfois on dit c'est les mêmes, on mais est, c'est ajusté ah non, d'inflation. non, Et comme l'inflation, ah non, non, parfois c'est quelques pourcents, ça peut être en une... absolu, c'est les mêmes. En absolu, c'est les mêmes. Génial. C'est 50 dirhams le mètre carré par mois pour une start-up qui a moins de 2 ans. 50 dirhams le mètre carré. Ça fait qu'une start-up peut avoir un local de 26 mètres carrés à 1300 dirhams hors taxe, quelque chose comme ça. Et pouvoir arriver, Mais s'installer, commencer à travailler. s'installer et avoir accès à tous les services d'accompagnement. Avoir accès gratuit aux formations, aux événements, aux conférences, à la mise en relation, au network, à la facilitation. En tout cas, j'y reviendrai, mais c'est pas, elle ne paye pas un loyer, c'est juste déguisé. Mais voilà. En tout cas, c'est des tarifs qui n'ont pas changé depuis le démarrage du Technoparc. Donc, je reviens à l'avantage compétitif, c'était l'accès à ces espaces à des prix très bas. Deuxième chose, c'était accès à Internet gratuit. À l'époque, pour avoir Internet, il fallait payer 3 000 à 4 000 dirhams par mois. Fin des années Pour une 90. entreprise. Pour une entreprise, et même, je me rappelle, même pour un particulier, c'était trop cher, c'était pas accessible pour tout le monde. Et donc, quand on intégrait le Technoparc, c'était gratuit. Ça change tout. Voilà. Ouais. Donc, on a commencé à voir Parce que les problématiques que les startups ont changent avec le temps. C'est-à-dire que Clairement. là, la problématique... Là, on parle de Parce qu'aujourd'hui, 2001-2002. quand on parle d'infrastructure, on va parler peut-être d'IA, de capacité de calcul, etc. C'est des sujets qui sont différents, Ouais. mais à ce moment-là, Ben le oui. sujet d'infrastructure, c'était l'accès à Internet qui déjà Oui. coûtait trop cher. Exact. Bon, là, on parle d'il y a 25 ans. Hein. Donc, c'est la préhistoire. Ouais. Dans quel contexte, parce que je t'ai pas demandé aussi peut-être de te présenter, dans quel contexte tu rejoins Technoparc? C'est que tu rejoins directement lors du lancement. Comment ça se passe à ce moment-là? Ben, en fait, je la raconte cette histoire parce qu'elle est un peu rigolo. On m'a appelé pour passer un entretien. J'avais pas postulé pour le Technoparc, je savais même pas ce que c'était. Et donc voilà, j'ai reçu un appel pour passer un entretien. J'ai dit why not, mais je suis allée pour passer cet entretien juste pour m'entraîner aux entretiens d'embauche. Je venais d'avoir mon diplôme, donc j'ai un DESA en finance des marchés de l'université Mohammed V. Donc voilà, très passionnée par le monde de la finance et pas du tout tech. Donc j'arrive pour passer cet entretien. Le DG à l'époque m'explique un peu déjà de quoi il s'agit et qu'il venait de démarrer et qu'il devait créer la direction financière. Et il me pose la question, seriez-vous capable de tout gérer from scratch et de créer cette direction, des process, gérer les budgets, etc. En sortie d'école, comme ça. Et sortie d'école, zéro expérience, 25 ans, j'avais 25 ans. Et dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais en fait, il m'a challengée. Moi, on me pose la question, est-ce que vous êtes capable? Je dis jamais non. Donc, naturellement, j'ai dit oui. Et dans ma tête, j'allais sûrement passer d'autres entretiens, sinon, pas de réponse comme ceux que j'ai passés précédemment. Et donc là, j'ai dit oui, je suis capable. J'ai fait des études en finance, donc j'essayais un peu de me vendre comme je pouvais. Et là, il me dit, alors vous démarrez lundi. On était vendredi. Il me dit, vous démarrez lundi. Et là, ça y est, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Même pas le temps de Rien. réfléchir. Je me rappelle que lundi, j'avais ramené mes ouvrages de comptabilité, de finance, etc. pour tout réviser parce que, en fait, et puis, il y avait une équipe très restreinte, pas d'encadrant, pas de documents disponibles. Donc, il fallait vraiment... Pour moi, c'était comme un puzzle que je devais encore assembler. Parce que là, la finance Et n'était pas gérée en interne ou il y avait elle déjà était externalisée parce externalisée. qu'ils étaient en démarrage. Donc, il fallait tout récupérer d'un cabinet d'expertise comptable, tout reconstituer, et revoir toutes les pièces. Et voilà, c'était un travail très dur pour une personne à l'époque non expérimentée. Mais en même temps, c'était passionnant, c'était challengeant. C'est quoi la première startup qui rejoint à ce moment-là? Alors, je me rappelle très bien des premières startups. Là, je ne me rappelle pas des nouvelles, mais je me rappelle des anciennes. Et c'est une success story, c'est Maroc Traitement de Transactions. M2T. C'est Tashilat, c'est M2T. Qui était la première à Qui rentrer. était la première à rentrer au Technoparc avec un bureau de 26 mètres carrés et je crois 3 personnes dans l'équipe. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais Avec pas combien son il y a fondateur de personnes, mais Semkouar. maintenant, c'est une... Voilà.
Mais non, c'est une une grosse success entreprise. story marocaine. C'est une filiale de la BCP, je crois. Et voilà. Et ça, c'est aussi une belle histoire à raconter. Ça, c'est intéressant d'avoir vu l'évolution de certaines entreprises qui ont commencé chez Technopark, qui ont grossi et qui en sont sortis. Parce que je crois que même au sein de Technopark, vous êtes capable d'avoir une entreprise qui commence avec une certaine taille, qui grossit, lui donner des bureaux Absolument. un peu plus grands, etc., etc. Donc vous êtes Tout capable de à fait. l'accompagner. Tout à Et à un fait. moment, naturellement, j'imagine qu'elle sort. Mais c'est intéressant de voir l'évolution. Oui. Alors franchement, aujourd'hui, celles qui sortent, c'est juste parce qu'on n'a pas d'espace disponible à louer. Les équipes grossissent, les assises financières sont là et on en est très fiers. Et des fois, elles quittent le technoparc parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Alors les plus chanceuses, elles arrivent à en trouver. Bon, il y en a plusieurs, donc on arrive à les accompagner plus dans leur croissance. Et ça, en fait, ça rentre dans nos indicateurs de succès aussi. Mais celles qui quittent, là aujourd'hui, on est en train de constituer le club des alumnas du Technoparc. Elles quittent les espaces, mais elles quittent pas la communauté, elles quittent pas l'écosystème. Ouais. C'est quoi les grandes étapes de l'évolution de Technopark? Donc, création en 2002. C'était quoi les grandes évolutions? Alors, création en 2001, on va dire, on a atteint les 100% d'occupation en 2007, donc après 5-6 ans. Ça veut dire À ce 200 moment-là, c'était startups. difficile de trouver les startups? Parce En que c'était le fait, début, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup c'est le d'entreprises début, voilà, technologiques. c'est le début. Les process n'étaient pas aussi bien rodés. Et puis, il y avait je dirais, beaucoup de startups qui étaient encore embryonnaires. Le modèle économique n'était pas bien ficelé, le marché n'était pas encore prêt, les mécanismes d'appui n'existaient pas. Et donc, c'est normal qu'on avait un taux de casse plus élevé au début. Mais cela n'a pas empêché que le Technoparc soit le lieu qui attire le plus de startups. Et on avait donc plusieurs demandes d'intégration de Technoparc. Et donc, en 2007, on atteint les 100% d'occupation, ça veut dire 200 startups établies. Et par la suite, on a commencé à mettre en place des process, des règles d'intégration, des règles sur la durée d'accompagnement, parce qu'il fallait qu'on accompagne les nouvelles aussi. Et donc 2007, 100% d'occupation. 2008, il y avait un changement au niveau de la direction générale, avec Omar Balafresh qui arrive, avec une autre vision. Et sa vision, voilà, était non simplement d'accueillir des startups, mais aussi des structures d'accompagnement qui vont nous aider dans notre mission. Et c'est là où on a commencé à accueillir même les big players, on va dire les acteurs clés de l'écosystème, en commençant par la fédération, la PEBI, fédération sectorielle qui est aujourd'hui au Technoparc. Donc, et on a commencé à voir, par exemple, le réseau Entreprendre Maroc, la FEM à l'époque, en fait, toutes les structures qui sont dans l'accompagnement entrepreneurial. Ça, c'est un peu l'étape Assurer, 2, c'est-à-dire qu'au début, c'est... oui, parce qu'il y a le côté foncier, il y a l'infrastructure, Internet, etc. Et il y a aussi le fait, je pense, de voir d'autres entreprises. C'est-à-dire que, les euh, grandes et les petites. mine de rien, le fait d'échanger, ça aide quand même beaucoup. Donc je pense qu'il devait avoir cet aspect un peu communauté, discussion, on échange Absolument. des idées, on s'entraide. Je vais y revenir parce que c'est important aujourd'hui. La communauté est un socle important dans tout ce qu'on fait. Donc, comme j'ai dit, les grandes sont des locomotives pour les nouvelles ventures qui Ouais. entrent au Technoparc. Et il y a un très bon mindset de partage de bonnes practices. Entre les Et grandes entre les entreprises grandes et et les les petites, les petites, nouveaux. entre celles qui sont sur le même étage, il y a une complémentarité des fois. Il y a même du business qui se crée entre elles, un échange de services. Il y a cet échange-là et tu disais, ensuite, il y a une nouvelle étape qui est les structures d'accompagnement. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, comme elles sont hébergées au Technoparc, elles assurent des services de proximité. Elles sont là, elles sont très proches des startups. Il n'y a Donc, pas de donc soit prise elles de assurent rendez-vous des qui prennent services des... spécifiques, soit des programmes d'accompagnement. Tout à fait, tout à fait. J'ai vu, Donc, quand je suis passé au Technoparc, en parlant des services, j'ai vu Morata. oui, Ça, c'est génial, on parce on que était les premiers, je crois, en tant qu'entrepreneur, il y a à, toujours le à mettre le sujet, il faut Mokata aller, à... faut aller le Oui, Morata. Parfois, ça prend du temps, parfois, c'est compliqué. Généralement, les entrepreneurs, ils n'aiment pas l'administratif, ils n'aiment pas les exactement. papiers parce que ça leur prend du temps, ils ont plutôt envie
parler à leurs clients ou vendre ou faire autre chose. Donc, c'est toujours compliqué. Et donc, avoir ce type de service sur place, c'est important. Ouais. Il n'y a pas que le Moqata'a, il y a la CNSS aussi, il y a la CIMR, il y a Mais justement, l'OMPIC, il y a tout c'est quoi un. les services que vous avez mis en En place fait, c'est ce qu'on tout appelle, nous, autour? les services de proximité. Ben, c'est les cabinets d'assurance avec qui on négocie des tarifs préférentiels pour nos startups et qui viennent dans ce bureau pour rencontrer leurs clients. Donc, ce n'est pas les startups qui vont aller se déplacer. Les tarifs sont négociés par le technoparc, donc c'est du temps gagné pour la startup. On a bien évidemment le Muqata'a. On a la CNSS pour tout ce qui est immatriculation et suivi des dossiers AMO des salariés des startups. On a la CIMR pour venir sensibiliser les jeunes à la retraite, aux cotisations dès le démarrage de leurs activités. On a qui d'autre? On a l'OMPIC qui vient tous les mois pour accompagner les startups dans tout ce qui est protection de marque, de brevets et beaucoup de sensibilisation parce que les startups ont tendance à minimiser cet aspect-là. On a la CNDP, donc les équipes se déplacent au Technoparc tous les mois. Donc, il y en a dans ces services qui sont tout le temps là et il y en a Et qui il y se en a ceux déplacent. qui C'est ça. viennent Par exemple, une fois CNDP, par ils viennent mois régulièrement ou une fois par semaine, dépendamment de la fréquence souhaitée. et qui se déplacent et qui parlent Oui. aux startups. C'est juste aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on ramène ces services publics vers nos startups Plutôt qu'à les chercher, aller leur pour qu'on parler. puisse justement laisser le fondateur s'occuper ou focaliser sur son cœur de métier. On ne veut pas qu'il perde du temps dans des choses qu'on peut, nous, lui ramener au Donc, technoparc. sur ces 8 premières années, 8-10 premières années, d'abord donc de 0 à 100% d'occupation, mise en place des premières structures Constituer d'accompagnement, etc. l'écosystème, Mais exactement. Technopark, c'est aussi, finalement, c'est une entreprise en fait. Parce que, alors, c'est une entreprise qui est, disons, entre le public et le privé, qui est une entreprise un peu particulière parce qu'elle a un objectif de bien commun, on va dire. Mais c'est aussi une structure qui est en train de se développer. C'est quoi les difficultés que vous avez eues au début, sur les 8-10 premières années? C'était quoi les sujets un petit peu complexes à mettre en place au début? Est-ce que c'était des sujets de process? Est-ce que c'est des sujets de start-up? C'était quoi les problématiques? Ben, on va dire, elles étaient variées, les problématiques. Comme toute start-up qui démarre, hein, on a démarré en mode start-up, un monde inconnu, donc le premier incubateur. Comment attirer les startups vers le technoparc? Comment aussi jouer sur la perception de l'extérieur? Parce que de l'extérieur, on va dire, c'est des toutes petites entreprises. On va pas leur faire confiance. Donc, comment C'est-à-dire la perception de la qui? Des perception grands groupes? des grands groupes, des institutions, de l'intérêt même je sais pas, des réglementations ou des incentives, des mécanismes qu'on mettra en place pour encourager ces startups, ils n'existaient pas au début des années 2000. Donc, c'est euh, les grands groupes pour éventuellement travailler avec les startups, c'est les institutions pour Voilà. discuter avec eux, voir ce dont elles Il ont fallait besoin. bâtir la confiance, le capital confiance, il fallait le bâtir. Et ça, comment on fait? Comment on fait? C'est qu'il fallait qu'on prouve qu'il y a des startups de qualité qui produisent des solutions technologiques de qualité, compétitives, que les fondateurs ont un savoir-faire, que voilà, ils ont des fois même une confiance de l'international, mais pas du pays. Ouais. Et donc tout Parce ça, que en fait, au début, bon, les startups, c'est bien, mais finalement, c'est encore petit. exact. C'est encore petit, on va pas leur Ok, faire mais confiance. bon, il y a Allez, un on peu va ce leur. côté au début, il y a ce côté, bon, c'est pas très sérieux, quoi. Voilà. C'est important, Eh ben, peut-être, mais à voir. il fallait qu'on travaille, nous, Et Technoparc, ça, c'est quoi? sur Il faut aller parler, il faut convaincre, beaucoup il de faut lobbying. discuter avec les gens. Absolument, beaucoup de lobbying. Et puis, heureusement qu'on est sous la tutelle d'un ministère, donc il y a un poids du public, et c'est là le rôle du public. Et puis, il y a la célérité dans l'exécution d'une stratégie. Bon, le Maroc a eu plusieurs stratégies pour la technologie, le numérique, le digital. Il y a eu la stratégie digitale, je crois, 2010. Après, il y a eu la stratégie Maroc numérique 2013. Après, il y a eu, donc, on a eu des stratégies à travers lesquelles le Technoparc avait un rôle clé pour développer cet écosystème de start-up, pour améliorer la perception que l'on a de la start-up. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, le Technoparc est un label, et est un label de confiance. Et ça, c'est les startups qui nous le disent. Donc, quand les startups doivent quitter le Technoparc, ils ont cette hantise de dire: ah, mais avant, on avait ce label de confiance, et aujourd'hui, on l'a plus parce que sur la carte de visite, il va plus être marqué Technoparc. Et ça a été vraiment bâti au fil des années. C'est pas venu du jour au lendemain.
mais ça a été construit avec, bien sûr, le travail qu'a fait l'équipe Technopark depuis le début. Mes prédécesseurs ont fait un travail formidable pour construire cette confiance. Et puis, cet écosystème qui a joué le rôle. Donc, on a travaillé en bonne synergie. C'est pas le Technopark seul, mais c'est tout l'écosystème qui a contribué. Et par la suite, bien sûr, il y a eu des mécanismes d'appui, des fonds d'investissement. On a eu Maroc Numeric Fund, qui est le premier fonds dédié à la tech, Alors, il a été créé et en quelle année? en 2010, avec les actionnaires historiques du Technopark. Ça, Donc, c'est le premier fonds ça, c'est le premier fonds startup. dédié à la tech et qui est aujourd'hui au Technopark. Donc ça, c'était voilà, les premiers mécanismes d'appui à la start-up. Comment il a été créé? Dans quel contexte? Par les mêmes Les mêmes actionnaires? actionnaires, c'était une discussion lors d'un conseil d'administration présidé par le ministre à l'époque, Ahmed Reda Chami, qui a dit il faut qu'on lance un fonds d'investissement lié à la tech, Parce que c'était l'étape dédié à la d'après. tech, C'est-à-dire que vous avez commencé à accueillir des startups, il y a des startups qui se développent, et on est arrivé à la problématique du du financement. financement. Voilà. Donc ce fonds est venu répondre à la partie financement des startups tech. Donc depuis le début, la stratégie d'investissement de ce fonds était l'innovation et la technologie. À l'époque, il y avait des fonds d'investissement, mais qui étaient généralistes. Et donc cette deuxième phase, on va dire 2010-2020, c'est aussi cette partie-là, c'est-à-dire Alors, financement, fonds d'investissement. 2010-2020, c'est plus de mécanismes d'appui. C'est Tim Wilcombe avec le fonds Innovinvest 1 et 2. Et puis, ça a vraiment insufflé une belle dynamique de l'écosystème. Et au même temps, le Technopark en 2010 a pensé sa stratégie d'expansion régionale. Et donc, en 2010, là aussi, il y avait Ahmed Reda Chami qui avait lancé, euh, au sein du conseil d'administration, la stratégie d'expansion régionale du Technopark, vu qu'on parlait déjà de régionalisation avancée, et on a mis le Technopark dans cette stratégie. Alors avant de parler de justement régionalisation, parce que c'est un point qui est intéressant aussi, sur le financement, ça a complètement évolué, c'est-à-dire qu'entre bien sûr début des années 2000 et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de financement. Euh, Au début, il n'y avait pas de fonds d'investissement, donc ils se sont développés. Il y a aussi d'autres modes de financement qui sont développés. Absolument. Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur cette partie-là de financement pour les startups, à la fois en termes des besoins qu'elles avaient et à quel financement elles ont pu accéder au fur et à mesure? Hmm. Bon, au début, elles avaient accès à du financement classique, du financement bancaire qui n'était pas du tout adapté à la start-up, vu que la start-up, c'est d'abord c'est le risque, c'est un nouveau marché, le time to market est quand même important, et le business plan n'était pas lisible pour quelqu'un qui travaille à la banque. Ouais, c'est très dur Il de se comprend pas financer à la voilà, banque il pour une comprend startup. pas Au le business début, c'est très très model. compliqué. Donc il y avait ce gap entre ce que cherche la start-up en termes de financement et ce qu'offre la banque. Et donc il y avait ce gap. Et c'est à ce moment-là que on a commencé à penser à des subventions accordées aux startups. Réseau Entreprendre Maroc, ils avaient du financement, donc ils accordaient de la subvention à hauteur de, je crois, 100 000 dirhams quand c'est un seul fondateur, et 150 000 dirhams quand il y a deux fondateurs, plus de l'accompagnement. Ça, c'est en subvention. Ça, c'est en subvention. Donc ça, c'était en fait les premiers mécanismes d'aide à la start-up. Et croyez-moi que les 100 000 ou 200 000 dirhams étaient importants à l'époque pour une start-up qui démarre. Ils sont toujours importants. On va pas... Bah, bien sûr, mais c'est les premières C'est, dépenses. voilà. Et il y avait beaucoup de bootstrapping de la part des startups et du love money. Mais à un certain moment, c'est plus suffisant. Donc, à ce moment, après, il y avait l'INDH qui octroyait les 100 000 dirhams, mais ça, c'était pour toutes les entreprises, pas spécialement celles dans la tech, mais bon, il y en avait celles qui en profitaient. Mais bon, on parle vraiment de financement early stage, et même pas, vraiment, c'est les premières phases de développement d'une start-up, et c'est pour ça qu'on avait beaucoup de taux d'échec, parce que le financement ne suivait pas. Bon, par la suite, il y a eu bien sûr les fonds d'amorçage, fonds de capital risque avec Maroc Numeric Fund, mais aussi d'autres fonds d'amorçage qui se sont créés. Les banques elles-mêmes avaient leurs propres fonds. Et Et donc, on aussi, je pense que quand les commençait... startups ont commencé à faire rentrer des fonds d'investissement, ça les a crédibilisés auprès des banques qui peut-être leur prêtaient aussi un peu plus. Oui, Et donc, ça crée un. il y avait un, on va dire, différents mécanismes, mais jumelés.
Mais en tout cas, le crédit bancaire à l'époque n'était pas du tout approprié. Donc, avec les fonds d'investissement, les fonds d'amorçage, quelques dispositifs de financement qui ont vu le jour, Tsemwilcom qui a lancé la dynamique de financement à travers Innovinvest 1 et par la suite 2. Et puis là, toute la dynamique aujourd'hui autour du financement. Aujourd'hui, on a des fonds marocains, mais on a aussi les fonds étrangers, internationaux qui s'intéressent au Maroc. Tu as bien vu dans le Startup Venture Capital qui a été lancé par le ministère de la Transition numérique, on a pu quand même avoir 9 fonds d'investissement. Et tu penses qu'aujourd'hui, grâce à tout ça, le sujet du financement, il a été réglé, entre guillemets, sur qu'est-ce qu'il y a assez de fonds pour les startups? Absolument. Aujourd'hui, même, on est peut-être qu'on est à Il y a plus de l'inverse. On fonds cherche, il y a plus que de de fonds startups. tout le monde est en train de chercher les pépites rares. Ça, c'est vrai. De... C'est-à-dire qu'il y a- j'ai parlé à quelques investisseurs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à lever des fonds, mais ils cherchent le deal flow, ils cherchent les startups. Donc il y en a, mais parfois ils trouvent qu'ils Oui, ils aimeraient bien qu'il y en ait encore plus. qu'il y en a encore plus. On est d'ailleurs très sollicité. On a le plus grand pool de startups TPE digital au Maroc. Aujourd'hui, on a 500 dans Mais c'est dans un bon notre problème réseau. finalement, parce que le fait qu'il y ait de l'argent à investir, ça fait que ça peut motiver aussi des entrepreneurs qui se lancent, et il faut bien commencer quelque part. Voilà. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'investissements pour l'amorçage, mais un peu moins pour après. Un peu moins pour la série A, Tout donc le à fait. deuxième investissement, la Tout à série fait. B, troisième levée de fonds, Alors, etc. on n'a pas beaucoup de série A à date d'aujourd'hui. Il y en a, mais j'y crois, il y en aura plus. Et de toutes les façons, là, il faut que ces fonds d'investissement aujourd'hui investissent d'abord En amorçage. en amorçage, constituer ce deal flow. En fait, c'est un travail collectif. C'est les fonds d'investissement, c'est les structures Hmm. d'accompagnement, c'est les corporates aussi qui doivent jouer leur rôle. Mais ce que tu dis, c'est que c'est un problème pour plus tard. C'est-à-dire qu'il faut d'abord bien Absolument. investir en amorçage, créer un pool de belles boîtes Voilà. qui arrivent en série A, et quand il y a des belles boîtes, il y a l'argent, c'est ça? Exactement, exactement. Mais aujourd'hui, franchement, on a préparé le terrain avec la stratégie Maroc Digital 2030 et tous les dispositifs d'appui mis en place et qu'on va déployer incessamment. Je crois qu'il y a de quoi créer un bon deal flow pour les années à venir. Hmm. Comment ton rôle a évolué au fur et à mesure? Je crois que tu es devenue directrice générale en 2015, 2016. 2016. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que 2001-2002, tu finis tes études, tu rejoins, et en fait, tu vois l'évolution de l'institution, et en même temps, tu gravis aussi les échelons. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai intégré en tant que directrice financière, donc la gestion financière de toute la boîte, les budgets, la trésorerie, les dépenses, les coûts, l'optimisation des charges, et puis la recherche de revenus pour permettre d'atteindre l'équilibre. Parce que bon, quand on a démarré, c'est comme toutes les startups, c'était déficitaire, on était déficitaire, le technoparc n'était pas encore rempli, donc il fallait vraiment jongler avec les différents Et la coûts finance, c'est une bonne opérationnels. porte d'entrée pour bien comprendre, parce que Absolument. tu comprends Donc, exactement comment fonctionne mon l'entreprise, rôle, ainsi de suite. c'était optimiser, avoir des partenaires, de plus en plus de partenaires pour réduire les coûts, voir ce que les partenaires peuvent faire pour nous, pour qu'on puisse nous réduire les coûts directs. Et puis, on a fonctionné comme ça. Ben, aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas vocation de générer des bénéfices, mais juste, il faut qu'on tende au moins vers l'équilibre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos tarifs sont restés figés depuis 2001. Par contre, nos services ont beaucoup évolué, notre équipe a grandi, on a fait des technoparcs partout, et ça nécessite quand même des revenus substantiels au-delà de ce qu'on génère comme, je vais dire, revenus émanant des startups. C'est des loyers, mais c'est des loyers, je vais dire, très bas, qui ne pourraient pas, en tout cas, compenser tous les efforts d'investissement qu'on fait au niveau des services. Donc ça, pour vous dire, la casquette de financière était vraiment nécessaire. Après, j'ai gravi des échelons, mais heureusement que j'ai toujours ce savoir-faire du financier qui est toujours en mode surveillance des budgets, des dépenses, de leur allocation et de leur optimisation surtout. Donc après, donc de 2002-2008, je suis restée dans le département de la direction financière. Par la suite, j'ai été promue pour devenir directrice du pôle support. Le pôle support, donc au-delà de la direction financière, j'ajoute les RH, les SI et la qualité.
parce que bon, le technoparc a évolué, donc on a créé le département qualité. Il fallait s'inscrire dans l'ISO, mettre en place des process, des indicateurs, etc. Et puis décliner ça sur sur les partenaires et les prestataires. Et en 2011, j'ai été nommée directeur général adjoint. Et donc là, je prends une plus grande responsabilité en termes de représentation du technoparc au niveau d'autres Donc là, c'est aussi instances. de la représentation en externe. Oui, Et ça change beaucoup quand même le rôle. bien évidemment, parce que là, tu as le rôle de représentant du technoparc. Tu n'es pas juste au niveau opérationnel, mais donc là, tu sors et tu représentes l'institution au niveau national, international, tu sièges dans d'autres instances, etc. Et puis en 2016, Marc Balafrèche devait se présenter aux élections à l'époque. Il me disait, ben, écoute, il se peut que je parte. Et en même temps, j'ai eu l'opportunité de faire partie d'un programme prestigieux, un programme américain qui s'appelle Tech Woman, et en fait qui est dédié pour les femmes leaders dans la tech. J'avais postulé à l'époque, process très long, je crois que ça a pris 8 à 9 mois, et j'ai été sélectionnée après un long processus, bien sûr, d'entretien. Ici, après, le dossier, il part jusqu'au département d'État américain pour qu'ils fassent leur choix, le choix des femmes. Donc, ils prennent chaque année 5 femmes de 20 pays. Et j'ai été choisie cette année-là pour en faire partie. Donc, j'ai pu faire une immersion de 6 semaines à la Silicon Valley, cœur battant de l'innovation et de la technologie. Et là, franchement, j'ai beaucoup appris. Sur quoi? Surtout sur la force de la communauté, community building. Et ça, c'est très important, chose qu'on sous-estime au Maroc. Le mindset de l'entrepreneur, la prise de risque, l'initiative, euh, l'échec, la notion de l'échec, qui n'existe pas chez eux. Ce qui existe, c'est j'expérimente, je teste, Et j'avance, ça, tu l'as vu j'apprends. dans les conversations, c'est-à-dire dans l'approche Je l'ai des... vu, on a eu la chance d'avoir un programme robuste, d'aller dans toutes les boîtes tech et d'assister à tous les événements. Alors, tous les jours, ils ont des événements euh, à la Silicon Valley à San Francisco, des événements investisseurs, des événements de pitch. Moi, j'adorais assister aux pitch startup parce que c'est des pitchs d'une minute 30 face à des investisseurs qui font leur choix in situ. En live. Ouais, in situ. Et c'est des millions de dollars. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Et puis voilà, j'ai vu cette dynamique, ça bouillonne en fait. Ça bouillonne. Et puis ce qui m'a vraiment impressionné à l'époque, c'est que tous les acteurs jouent le jeu. Les corporates, les investisseurs, les universités, les centres de recherche, les C'est startups. l'aspect communauté dont tu parlais. Voilà, en fait, c'est la synergie parfaite entre tous les acteurs de l'écosystème. Et comment ils ont créé ça? C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont tout le temps en train de discuter entre les entreprises, les universités, Il n'y a pas de silo en les fait. startups? Comment ils mettent ça en place? Il n'y a pas de silo, ils ont une vision commune et tout le monde contribue à sa manière. Et bien sûr, c'est une organisation flat, il y a pas d'ego déjà. Ouais, Il n'y a pas d'ego. ça c'est un vrai sujet. Hein. Et quand on rentre dans une institution, bon, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs compagnies tech, Facebook, LinkedIn, euh, Microsoft, enfin toutes, enfin, les plus grandes. Et j'ai vu en fait déjà à l'époque, tout le monde est en coworking, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de mur, tout le monde communique, tout le monde discute. Et puis, par exemple, chez Google, ils consacrent 20% du temps des salariés pour innover, Ah oui, créer. c'est intéressant. Ouais. Et en fait, 20%, c'est un jour par semaine. Tous les employés de Google Et ont un jour par 20%, semaine un pour jour, travailler sur un autre projet dans absolument, l'entreprise, bien sûr, dans mais qui est en l'entreprise, dehors de leur mission. de leur mission. Voilà. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. Et, euh, et comme ils sont dans un même campus, ils se rencontrent, ils s'échangent les idées, et après ils se constituent en communauté. Après ils jouent, je sais pas, des matchs de foot, de volley, on les voit. Et en fait, c'est la continuité du travail. Et quand ces communautés se rencontrent, crois-moi que l'échange est très riche
et ça crée beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées nouvelles. Cette horizontalité, elle est intéressante parce que du coup, tout le monde se parle, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors. Et tu disais, il n'y a pas d'ego, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que tout le monde est ensemble pour avancer, que ce soit pour sa boîte ou pour Exactement. l'écosystème. Et ça fait qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'ego, tout le monde avance. Tout à fait. Il y a beaucoup de complémentarité entre les différents profils et aussi ils ont la chance d'avoir cette mixité différentes nations. On va trouver des Indiens, des Vénézuéliens, des Allemands, des Égyptiens, des Marocains. Et même cette mixité a fait que la Silicon Valley Et tu avais rencontré un peu la communauté marocaine, parce que je crois qu'il y a quelques Marocains quand même il y en a là-bas. plusieurs. Il y en a pas mal. Ah, il y en a plusieurs. Et bravo, hein, c'est des vraies têtes pensantes. Et ils occupent des postes importants. Ils sont discrets, par contre. Ouais, Très ils sont discrets. discrets. Et je pense qu'il faut créer de plus en plus d'interactions entre les startups ici Absolument. Bah, et c'est ce qu'on fait des... aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es au courant qu'il y a la CGM qui a créé la 13e région pour les Marocains du monde. Il y a aujourd'hui une belle initiative qui a été lancée par Badr Boussabat, qui est un personne de la diaspora, qui est expert en IA et qui a créé le Morocco 40 Under 40, qui connecte les Marocains experts de la diaspora aux leaders marocains. Donc le Technopark est partenaire de cette initiative. Et puis, juste vendredi dernier, j'ai participé au Forum marocain du monde qui, en fait, octroie des trophées de reconnaissance pour les Marocains du monde. Et là, j'étais bluffée par les Marocains qui ont reçu une reconnaissance de la part de l'organisme. Et en fait, ils sont dans la recherche, dans la biotech, dans l'art, la culture, dans la politique. Il y a pas mal de Marocains qui sont aujourd'hui des députés au Canada, en France. Donc j'en ai vu plusieurs vendredi dernier et j'étais épatée. Et effectivement, il faut absolument créer ces ponts entre la diaspora marocaine qui brille à l'international et les Marocains qui sont aujourd'hui en train d'investir dans leur Parce que pays. ça peut, effectivement, ça peut être des gens qui sont experts de sujet, ça peut être aussi potentiellement des clients, ça peut être des investisseurs. Absolument, Il y a des beaucoup de business investisseurs aussi. angels qui investissent dans des startups. Donc il y a plein d'interactions qui sont intéressantes. Euh, et toi, de ton côté, donc, ton rôle évolue dans Technopark. Mais comment tu fais pour continuer à te réinventer à chaque fois? Parce que le rôle évolue Mm, finalement, et donc il y a oui. des nouvelles choses à apprendre. C'est... Alors juste, je raconte l'histoire. Je reviens de la Silicon Valley et donc Omar était parti, Omar Balafrej, et Il a donc on été m'a, élu député. oui. Et à l'époque, voilà, j'ai été appelée pour passer l'entretien avec le ministre. À l'époque, c'était Moulay Hafed Al-Alami. Et donc, il avait reçu plusieurs candidatures. Bon, il m'a reçu, j'étais encore jet-laguée parce que je venais à peine d'atterrir. Et il me pose la question suivante. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus par rapport à ton prédécesseur et par rapport à ce que tu faisais avant? Et là, je lui réponds, je dis, je viens de passer 6 semaines à la Silicon Valley. Ma tête bouillonne d'idées et de projets qu'on peut déployer rapidement. Parce qu'il y a des choses, en fait, il y avait des quick wins que je pouvais déployer facilement. Parce que c'est pas question de... Alors, on enlève les ressources financières et on peut tout faire. Et donc, je me disais, avec les ressources que j'ai, humaines, l'écosystème, la communauté du Je te dis, Technopark, qu'est-ce qu'on peut faire déjà qu'est-ce qu'on juste peut faire de mieux rapidement, sans forcément rapidement? plus de fonds, plus de Voilà, financement. tout à fait. Et donc voilà, j'avais répondu à la question et tout. Il était satisfait et puis il appelle son assistante qui lui dit, bon, cette fois-ci, je nomme une femme à la tête du Technopark. Et donc du coup, j'ai porté 2 fardeaux. Le fardeau il faut faire de ces startups des licornes. On en est toujours aujourd'hui. Euh, et comment pourrais-je driver plus de femmes dans le secteur de la tech? À la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi, ça veut dire plus de femmes qui s'intéressent à la technologie, Tout plus à fait, d'ingénieurs, plus de exactement. femmes dans le développement informatique. Oui, C'est les deux finalement. absolument. Donc c'était les deux. Et c'était en fait ça le pari que je me suis donné à moi-même. Et donc j'ai commencé à déployer des choses. Je vais dire, c'est pas parce que j'ai eu plus de moyens financiers, mais on va dire qu'on a repensé la manière de faire les choses en élargissant le spectre de nos partenaires.
et surtout en s'ouvrant un peu à l'international. Parce que mon expérience de Tech Woman, c'était pas juste de faire le programme, mais c'était vraiment de tisser plus de relations avec les acteurs de l'écosystème des États-Unis, mais aussi des autres pays qui étaient présents avec moi lors de ce programme. Et tu as vu sur ces années à Technopark, depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui, que est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent avec l'étranger ou qui ont des clients à l'étranger ou qui ont, je sais pas, des interactions avec ou qui vendent ou qui ont des boîtes à Mhm. l'étranger? Alors déjà, nous, on s'est ouvert à l'international. Donc, on est membre depuis 2014 de l'Association internationale des parcs scientifiques et technologiques qui regroupe euh, presque 400 parcs technologiques de 80 pays. Et on est bien positionné. Donc, je représente le Maroc. Et en 2019, j'ai été même nommée dans le board de cette association. J'ai siégé 2 ans dans le board. Euh, 2 ans après, j'étais trésorière. Et aujourd'hui, je préside le board des conseillers. Cela me donne une vue d'ensemble sur tout ce qui se fait à l'international. Donc, j'apprends des bonnes pratiques. Je tisse des relations avec des parcs scientifiques et des accélérateurs start-up qui me donnent aujourd'hui l'occasion de sélectionner 2 à 3 start-up qu'on peut accélérer de l'autre côté sans frais énormes. Et c'est pour ça que j'ai dit on s'appuie beaucoup sur les partenaires et donc ça nous fait réduire des coûts et gagner des quick wins, des choses pour nos startups et pour nous en termes de positionnement. Et, euh, et sur la partie donc startup et internationale, aujourd'hui, sur les 500 startups qu'on accompagne, 35% exportent à l'international, principalement en Afrique, en Europe. 35% ont des Ça, clients à l'étranger. alors, oui, 35% ont des clients à l'étranger. Et il y a celles qui exportent 100%, qui opèrent 100% à l'international, comme il y a celles qui ont 20% de leur chiffre d'affaires à l'international. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est on capitalise sur cet indicateur qu'on surveille tous les ans. On voit qu'est-ce qu'ils exportent déjà, vers quel pays, quel continent, et on se positionne sur ça. Quels sont avec quel pays on pourrait facilement permettre à nos startups de s'exporter? Et donc, vous voyez que c'est quel type d'activité qui s'exporte le plus? C'est plutôt du service, c'est des C'est produits, c'est quel C'est pays des aussi? services, c'est des services tech. Mhm. Et aujourd'hui, vraiment, sur la partie IA, on est bon. On a de bons experts marocains, encore une fois, qui sont discrets, mais aujourd'hui qui se positionnent sur les marchés internationaux. Et c'est quoi les premiers pays d'export que vous Alors, les avez? premiers pays, c'est surtout l'Afrique et l'Europe, ex aequo. Donc, on a, je crois, 30%, 30%. Ok. Oui, Autant l'Afrique que l'Europe. autant l'Afrique que l'Europe. Ok. Afrique francophone plutôt? Plutôt francophone. Plutôt francophone, mais il y a quelques-unes qui vont au-delà. Et on a aussi les US et le Middle East, la région MENA. Et puis, on a même le Venezuela. Ah ouais. Des fois, on trouve des pays Et c'est quel un type peu d'activité? bizarres. C'est-à-dire que c'est du software, c'est du conseil, c'est C'est quel type plus d'activité? c'est plus du développement spécifique. C'est plus du développement spécifique et beaucoup de cybersécurité. Ouais. Beaucoup de cybersécurité. Et puis, la majorité, après, c'est des startups vraiment qui ont cette facilité d'être agiles et de s'adapter aux besoins des clients. Donc, c'est cette capacité d'adaptation qui fait que nos startups Et c'est un arrivent à se objectif de positionner. continuer à développer cette partie-là, c'est-à-dire que les boîtes Absolument. travaillent de plus en plus avec des clients à l'étranger, qu'elles Écoutez, exportent. oui, pour être pragmatique, le marché marocain reste un petit marché, pas toujours accessible. On y reviendra. Il y a la partie Ça, c'est un vrai aujourd'hui sujet, il faut en parler, ouais. euh, Du fait de favoriser aussi les la interactions avec préférence les grands groupes. nationale, Ouais. voilà, on n'y est pas encore. Bon, ça s'améliore, mais on n'y est pas encore. Et donc, on encourage les startups aujourd'hui à être, à penser global by design depuis le démarrage. C'est-à-dire, ne comptez pas que sur le marché local. Dès le C'est début. bien de tester sur le marché local, c'est bien d'avoir ses premiers clients sur le marché marocain, mais il faut viser l'internationalisation. Le comment, on les aide à travers des programmes spécifiques. D'ailleurs, on a démarré il y a 2 ans le programme qu'on a intitulé ETAP, Export Technopark Acceleration Program, qui va permettre pendant 4 mois aux startups d'envisager leur stratégie d'internationalisation sur plusieurs aspects. Sur l'aspect compétitivité, donc c'est pas toutes les startups qui vont aller cibler le même pays.
dépendamment de leur solution et du marché, comment ils pourraient être compétitifs. Donc, on va les accompagner sur le ciblage. La deuxième chose, sur la réglementation, la compliance. Est-ce que ton produit ou ta solution, elle est en conformité aux réglementations du pays ciblé? La partie investissement, qu'est-ce qu'il faut comme moyen pour réussir cet export ou cette internationalisation? Donc, plusieurs aspects aujourd'hui sont opérés à travers ce programme. Donc, chaque cohorte, on a 12 à 15 startups qui en bénéficient. Et puis, on a instauré ce qu'on appelle les mardis de l'export, où chaque mois, on va ramener des experts et des initiatives locales. On va inviter la SMEX, on va inviter différents dispositifs à venir pitcher, sensibiliser les startups par rapport aux dispositifs qui existent. C'est Et qui c'est quoi ne... les grands blocages si on voulait un monde parfait où on passe de 30% à 50, 60% euh, d'entreprises qui exportent? Lorsque tu discutes avec des entreprises qui n'arrivent pas encore à vendre à l'étranger, c'est quoi leur blocage? Est-ce que c'est de la vente? C'est de convaincre des clients? Est-ce que tu as des sujets administratifs? Euh, Quelles sont leurs difficultés pour réussir à vendre à l'étranger? Bah, c'est déjà le passage à l'échelle. Donc, on a une petite équipe, on a un marché local, on est dans notre petite zone de confort, mais à un certain moment, tu as un premier client étranger qui s'intéresse à ta solution. Et donc là, premier défi, c'est la structuration de l'équipe pour monter à l'échelle. Deuxième chose, c'est l'accès au financement. Parce que là, on commence il faut envisager la levée de fonds. La levée de fonds, des fois, elle intervient au même temps que la prospection des clients à l'international. Donc, il faut être bien baqué, il faut être bien préparé, parce que des fois, les deux peuvent arriver au même temps, et ça, c'est difficile Il faut pour la avoir la bonne start-up. équipe pour gérer tout ça, quoi. Voilà. Est-ce qu'on va recruter des commerciaux? Est-ce qu'on va s'occuper de la levée de fonds? Donc, des fois, la start-up, elle est vraiment perdue entre Et ces sur deux. l'administratif, sur le juridique, comment elles mettent en place une structure où elles arrivent à vendre en devise? Est-ce que ça pose pas un Bah, problème ça pour eux? aussi, il y a la problématique d'office d'échange, mais on va dire que l'office d'échange a fait beaucoup évoluer les réglementations. Par contre, les startups ne le savent pas. Donc, il y a toujours cette perception et cette Donc il y a une peur, mais appréhension. en réalité, ils arrivent au final à le faire. Elles arrivent à le faire. Après, bien évidemment, il faut toujours s'assurer qu'on est en conformité avec la réglementation, parce qu'il y a aussi des fois des startups qui font un peu des choses n'importe comment, et par la suite, elles se retrouvent avec des redressements ou avec en tout cas de mauvaises surprises. Et donc là, nous, on essaye de les accompagner au mieux, ne serait-ce que par de la sensibilisation à travers des événements. Par exemple, en avril dernier, on a invité des cabinets juridiques, des fonds d'investissement et des startups qui ont levé et qui exportent. Et tout ça, en fait, pour sensibiliser l'audience au fait que, attention, voilà ce qu'il faut verrouiller en amont. Attention, voilà à quoi il faut faire gaffe en amont. Et l'accompagnement, en fait, il faut prendre le temps de bien structurer l'entreprise avant d'envisager l'export ou attaquer d'autres marchés Ouais, il faut déjà être solide. au-delà du Maroc. Voilà. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Sur la régionalisation, on a commencé à en parler, mais pas en détail. Donc concrètement, vous êtes passé de Technopark qui est à Casablanca à plusieurs villes, dans plusieurs régions. Déjà, pourquoi? C'est parti de quel objectif? Pourquoi décider d'aller sur plusieurs villes? Alors déjà, c'est parti du postulat que le modèle Technopark Casablanca a réussi. Il est occupé à 100%, il y a une liste d'attente, et ben pourquoi pas tenter d'autres villes. Et on s'est dit, on va comme une start-up, on va tester une première, on va dire, duplication, même si c'est pas une duplication. On va tenter un deuxième technopark à Rabat. Et donc à l'époque, voilà, il y avait un bâtiment vide
C'était le bâtiment de l'ANPME à l'époque, qui était mis à notre disposition et qu'on a transformé pour en faire un deuxième technoparc Rabat, avec une capacité d'accueil beaucoup moins En importante que quelle année? Casablanca, 2012. Ok. Donc 2010, on va dire 2010-2011, on a récupéré le bâtiment, on l'a réaménagé et en 2012, on l'a ouvert. Alors, une capacité de 40 startups, il a été rempli en 3 mois. Ça veut dire qu'il y a encore un intérêt. Et malgré en fait que ça soit un bâtiment qui s'adapte pas, bah, on a fait en sorte de refaire tout l'aménagement, de le rendre convivial et de créer un petit écosystème de start-up à Rabat. Donc c'est un technoparc qui a toujours affiché 100% d'occupation. Il est petit, avec une liste d'attente, mais on essaie de gérer ça au mieux. Il y a de très belles start-up qui sont issues, qui ont fait la trajectoire du technoparc Rabat, et il a toujours affiché 100% de taux d'occupation. Et par la suite, on s'est dit, bon, maintenant, il faut se lancer. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une opportunité, bah, on l'étudiait. Bien évidemment, le modèle économique, il est basé sur 2 choses. C'est la région ou le territoire qui doit mettre à notre disposition le foncier. Et c'est une gestion déléguée de l'accompagnement des startups du territoire. Et bien sûr, cette gestion Qui est géré déléguée par vous. est opérée par le Technoparc. Donc, Tanger, c'est un super bâtiment avec une capacité d'une centaine de startups qui est bien situé au centre-ville de Tanger. Ben, là aussi, on n'a eu aucun problème à le remplir. Il s'est rempli, allez, on va dire, en 12-18 mois. Il est plein, là aussi, liste d'attente. Très belle start-up qui opère sur la logistique, sur l'industrie. Et puis après, pour le Sud, c'était dans le cadre du plan d'accélération industrielle, qui a été d'ailleurs, il y avait un événement avec la présidence effective de Sa Majesté en 2018, et dans lesquels, en fait, sur les 7 projets de ce PAI, il y avait 2 projets qui devaient être lancés par la société de gestion du Technoparc. Il y avait le Technoparc Agadir et la Cité de l'innovation d'Agadir. Ok. C'est 2 projets différents. Bon, le Technoparc, c'est le Technoparc classique. Par contre, la Cité d'innovation, c'est un autre modèle. Et en fait, la Cité d'innovation, c'est toujours c'est un dispositif qui appartient à l'université. Mais là, c'est la première fois qu'on a délégué la gestion à une entreprise. Et donc, c'est le Technoparc Et c'est quoi qui... la différence? Donc, La différence, c'est qu'à la Cité de l'innovation, notre mission est d'assurer le transfert des labos vers l'industrie. Donc, dans cette c'est le Cité lien entre d'innovation, labo académique et absolument, entreprise, labos de start-up, recherche, on va dire. C'est des labos de entre les labos de recherche recherche et les et les start-up. startups jusqu'à l'industrie. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les chercheurs, les start-upers, de travailler sur des solutions, je vais dire des solutions qui répondent aux besoins du territoire. Là, on parle de Sousmessa, donc on a l'agritech, le climate change, Ok. l'analyse des résidus. Pareil pour les autres euh, technoparcs, à chaque fois, c'est des sujets du territoire. on essaye exactement de toujours s'adapter au secteur stratégique du territoire. Donc, sous ce massa, c'est quoi les sujets majeurs? L'agriculture, l'industrie, le tourisme, la pêche. Je reviendrai sur Souera. Souera, c'est les industries culturelles et créatives, le tourisme, un peu d'agritech et l'artisanat. Et donc, dans chacune, c'est des secteurs. Alors, il y a des secteurs qui reviennent partout, mais il y a aussi des secteurs qui sont locaux. Ça, c'est intéressant, parce que la question que je voulais te poser, c'est, tu vois, tu parlais de la Silicon Valley, tout est un peu au même endroit. Donc, lorsque tu as plusieurs endroits dans différentes villes, on se dit, c'est intéressant parce qu'il y a la régionalisation, mais en même temps, c'est plus compliqué pour les gens d'interagir parce qu'ils ne sont pas dans la même ville. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, ok, ils sont un peu plus loin, mais ça permet de développer chaque région sur des sujets potentiellement différents. Absolument. Et ça permet de se projeter aussi dans Bah ces... oui, parce que il s'agit pas, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit pas de dupliquer le modèle de Casablanca. Il s'agit de répondre aux besoins des secteurs stratégiques de chaque région. Qu'est-ce qu'on va innover? Pourquoi? Et pour qui? Et en fait, à chaque fois qu'on part dans une région, on va travailler en amont avec les acteurs régionaux, notamment le Centre régional d'investissement, les universités, la chambre de commerce, parce qu'il faut qu'on voit exactement
quel est l'apport du technoparc et vers quel secteur on va orienter l'accompagnement des startups. Et donc ça, en fait, il faut toujours revenir et répondre à un besoin. Donc maintenant, aller dans les régions, c'est un double défi. Le premier défi, c'est toujours on affronte un écosystème embryonnaire. Et donc, il faut vraiment accompagner les porteurs de projets de l'idée jusqu'à la structuration du projet et la création de la start-up, puis apporter l'accompagnement post-création. Ce qui n'est pas le cas pour Casablanca, où l'écosystème est Là, il très faut commencer mature. plus tôt. Il faut commencer plus tôt. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? On a un partenariat solide toujours avec les universités et les acteurs qui ont déjà des dispositifs d'accompagnement. On capitalise sur ça. Donc, on a double objectif. Quand on va dans les régions, il faut accompagner les porteurs de projets de l'idée à la création de leur start-up et il faut fédérer l'écosystème existant et faire venir d'autres dispositifs qui sont dans le centre, à Casablanca-Rabat, les inviter à déployer leurs programmes d'accompagnement, leurs services dans ces régions. On leur facilite la tâche parce que le technoparc existe, donc ils ne vont pas aller chercher où s'installer. L'écosystème existe aussi, donc on leur facilite un peu la tâche. Et puis, le noyau dur des startups, il est déjà installé. Et donc, on a eu pas mal d'acteurs qui nous ont suivis, Agadir, Assoira. Qui étaient déjà à Casa et qui sont allés dans Oui, les... absolument. Je peux en citer plusieurs. Les ODC, Orange Digital Center. Agadir, aujourd'hui, il a son ODC au sein du Technoparc Agadir. Orange a aussi établi le Fab Lab pour en fait permettre aux jeunes de travailler sur les devices, etc. Et ils ont des programmes vraiment impressionnants pour former, par exemple, les réparateurs des smartphones, etc. Moi, j'ai vu ça, ça m'a bluffé. Donc, ils créent en fait des activités génératrices de revenus à partir de ce Fab Lab où ils forment les réparateurs. Et est-ce que tu vois parfois des entreprises qui sont peut-être à Casa, mais qui ont des liens avec des villes et qui vont permettre et qui vont pouvoir utiliser justement ces technoparcs dans les villes pour se développer dans le Tout à fait. territoire? Je donnerai l'exemple de Cloudfret, qui est dans la logistique et la mobilité. Il avait son bureau à Agadir, Tanger et Casablanca en même temps. Ok. Donc, il a pu profiter de tous les technoparcs. Et en tout cas, c'est ce qu'on encourage, nous. On ne limite pas du tout ce genre d'expansion, au contraire, Donc s'il y a on une les expansion encourage, même on avec les un besoin incite. d'avoir des bureaux dans une autre ville, on peut y aller et se développer Absolument. dans le territoire. Alors, juste ce qu'il faut retenir, si on est une start-up du Technoparc Souera, on a accès à tous les services dans tous les technoparcs. Ah oui, d'accord. Et vice-versa. Donc, j'ai accès au réseau Technoparc. Je n'ai pas accès juste au Donc si j'ai un service du Technoparc où rendez-vous, si j'existe. j'ai un rendez-vous à Casa, je vais Je aller, prends une salle de je réunion. je peux passer au Technoparc, je peux Oui, prendre une salle de réunion, faire un absolument. rendez-vous, déjeuner sur place, Tout travailler, à fait. etc. Je veux rencontrer une start-up du Technoparc Casablanca, par exemple, dans, je sais pas moi, l'IA dans l'éducation. On va faire en sorte de les connecter, de programmer la réunion, etc. Ouais, On c'est est là où l'aspect facilitateur. communauté entre les villes, il est intéressant. Tout à fait. J'aimerais bien qu'on parle un peu de la stratégie 2030, de la stratégie Maroc Digital. Euh, Quels sont les grands objectifs de la stratégie? Quels sont les points que tu vois qui sont les plus importants pour aller dans le sens de cette stratégie? Bon, il y a deux axes majeurs et après il y a des catalyseurs. Donc les deux axes majeurs, c'est digitaliser les services publics et l'administration. Et le deuxième axe, c'est dynamiser l'écosystème start-up. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Et après, il y a plusieurs dispositifs d'appui que cette stratégie a mis en place. Et moi, si je dois parler de la partie écosystème start-up, il y a plusieurs dispositifs d'appui technique et financier avec des objectifs aujourd'hui chiffrés. Ce qu'on veut atteindre, c'est qu'en 2030, on veut qu'il y ait 3000 startups, on veut qu'il y ait 2 licornes et on veut surtout qu'il y ait un écosystème d'accompagnement robuste Et aujourd'hui, on estime qu'il y à a combien de travers. startups? Je crois qu'on est à 1000 Ok, donc 2000 startups de plus de plus et 2 licornes. et 2 licornes. Ok. Et franchement, je crois qu'on est sur un momentum où il y a une réelle volonté gouvernementale, mais aussi du privé. Il y a des dispositifs financiers. On a pu attirer des fonds d'investissement internationaux. Aujourd'hui, nous, en tout cas, le Technoparc, on le vit
On reçoit plusieurs délégations internationales, des investisseurs, des business angels qu'on ne recevait pas avant. Ça veut dire qu'on est C'est-à-dire qu'il y a un positionné. nouvel intérêt quand Il y a un même. nouveau positionnement du Maroc. Depuis quelques années? Depuis quand? Je vais dire, ça a commencé, en fait, 2021, il y a eu deux choses qui se sont passées au même temps. Il y a eu le Covid qui a été un propulseur d'innovation maroco-marocaine. Ok. Notamment Et pour les services pour les publics, il y a services beaucoup de publics, choses. il y a beaucoup de choses qui sont digitalisées en un temps record. Il y a eu même un changement au niveau des habitudes de consommation du Marocain. Le Marocain aujourd'hui consomme digital. Avant, ce n'était pas le cas avant Covid. C'était très peu. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Il y a eu de nouveaux modèles économiques. Et ces startups ont saisi les nouveaux je veux dire, besoins induits par cette crise Covid pour créer de nouveaux services. Et nous, on était très surpris, Technopark. Après le confinement, pour moi, franchement, je me posais des questions. Je me disais, est-ce que ce Technopark servirait encore à héberger des startups ou pas? Bah oui, parce que là, du jour au lendemain, Tout le monde est parti, tout le monde tout dit, le monde est ouais, mais moi, je parti. travaille de chez moi, remote, on n'a pas besoin des équipes qui viennent. Mais crois-moi que juste après le confinement, tout le monde avait juste envie de se retrouver physiquement Plus rapidement possible. et plus rapidement. Et puis, on a eu le nombre le plus important de demandes d'intégration du Technopark dans l'histoire du Technopark, Après le Covid? après le Covid. Pourquoi? Parce qu'il y a eu justement ces nouveaux besoins induits par la crise et des startups qui ont surfé sur la vague et qui ont créé de nouvelles Est-ce qu'il y a solutions, aussi de peut-être nouveaux des gens besoins. qui se sont posés des questions sur leur parcours, leur carrière, qui ont eu envie peut-être de changer de Il y a voie? aussi. Et puis en 2021, on a eu avec le nouveau gouvernement en 2021 un nouveau découpage où on a eu un ministère dédié au numérique. C'est la première fois au Maroc. Et donc il y a eu une stratégie bien pensée, euh, une déclinaison, au vrai sens du terme, une déclinaison. Donc là, on voit vraiment cette stratégie, comment aujourd'hui elle s'adresse aux startups sur la partie appui technique, sur la partie upskilling, reskilling des compétences, sur la partie de ça, c'est pour faire face à la fuite des cerveaux. Donc, le ministère a pensé à multiplier les filières tech au niveau des universités, au niveau des écoles d'ingénieurs, l'accompagnement financier, donc beaucoup de dispositifs et de mécanismes de financement. Aujourd'hui, pour la start-up, il y a des dispositifs du projet jusqu'à l'accélération, voire l'internationalisation. Sur le financement? Sur les financements. Alors, il y a la bourse de vie qui n'existait pas avant. Alors, bourse de vie, c'est quoi? Bourse de vie, c'est un salarié qui veut se transformer en start-up. Il a son projet, mais il a des engagements financiers, il a un salaire. C'est difficile pour lui de faire cette C'est déjà transition. mis en place, la bourse de vie? C'est en cours. C'est en cours, ça C'est va en être cours, mis mais en c'est place. prévu, c'est-à-dire qu'il y a un budget pour la bourse de vie. Et ça va être quel montant à peu près? Je Est-ce crois que ça que c'est dépend? 6 à 12 mois. Bon, après, ça dépend. C'est 6 à 12 mois de salaire brut, capé à quelque chose comme 40 000 dirhams brut par mois. Donc, tu reçois du salaire pendant 6 à 12 mois? C'est ça. C'est ça, et j'imagine que c'est pas 100% de ton salaire, c'est une partie. C'est 80, c'est capé à 80%. 80% de ton salaire entre 6 et 12 mois avec un maximum de 40 000 dirhams bruts. Oui, Donc ça te permet quand même de sortir d'un travail et d'avoir quand exact. même 6 à 12 mois devant toi pour... Tout à fait. Ça, c'est pour conforter en fait les personnes qui ont une expertise et une expérience et ça probante encourage la prise de risque. à fonder son entreprise. Et en fait, l'objectif vraiment, c'est qu'on veut créer des startups qui vont créer de la valeur ajoutée et de l'emploi. Aujourd'hui, alors sur cette partie-là, on a souvent tendance à sous-estimer la capacité des startups à créer des emplois qualifiés. Aujourd'hui, je peux te dire qu'une startup qui se crée, en tout cas nous, on traque toutes les startups du Technopark, une startup qui se crée dans l'année 1, elle crée entre 3 à 5 emplois effectifs. Au bout de combien de temps? Au bout de la première année. En fin de première année, Fin de première elle est année. déjà à 3 à 5 Elle est 3 à 3 et 5. Fin de la troisième, quatrième, elle est à 10-15 en moyenne. en moyenne. Ok. 10-15. Donc, bourse de vie au début, Alors, pour bourse les gens de qui se vie, lancent. Ça, c'est le tout début pour pouvoir se financer, payer ses factures, etc. oui. Subvention, 200 000 dirhams. Phase early stage. Ça, c'est donné par qui? Le ministère à travers les structures d'accompagnement dont on fait partie. Donc ça, c'est le Startup Venture Building qu'on va bientôt, c'est dans le cadre du SVB, qu'on va bientôt lancer. Donc on est juste en train de peaufiner les derniers éléments contractuels pour
qu'on puisse, Inch'Allah, le dispenser à T4 2026. Ok, donc step 2, tu as Donc, 200 000 step dirhams de 2, bourse, subvention. voilà, subvention de 100 000 dirhams. Step 3, un prêt d'honneur qui peut aller de 500 000 dirhams jusqu'à 2 millions de dirhams pour la partie, je veux dire, développement, accélération. Donc prêt d'honneur, c'est un prêt sans garantie, Sans garantie, avec un taux d'intérêt préférentiel. avec un taux d'intérêt préférentiel, et donc sans caution personnelle. Non, Sans caution personnelle et avec toujours des conditions. C'est-à-dire qu'il bien faut que la sûr. boîte soit bien gérée, qu'il n'y ait Bien pas non sûr. Bon, plus... après, je ne vais pas parler aujourd'hui, voilà. je n'ai pas encore les taux des prérequis techniques, mais Mais bien juste, voilà, prêt évidemment, d'honneur, la différence avec un prêt classique, c'est que c'est pour développer ton entreprise, le taux il est très est réduit, meilleur et il n'y a pas de caution il personnelle. n'y a pas de caution personnelle, et en fait, c'est jumelé à l'accompagnement technique qu'il va recevoir. Et donc là, on multiplie les chances de réussite de la start-up, puisqu'on va l'outiller, on va la suivre pendant 6 à 7 mois, et on va la financer, bien évidemment, en regardant, avoir un regard sur tout ce qu'elle réalise tout au long de son parcours. Ok. Et ensuite, une fois qu'elle Et a ça, ensuite, ben, il y a on les va, fonds voilà, qui on va prennent la la main. mettre en relation avec les fonds d'investissement qui existent. Alors, nous, le Technopark, ce mécanisme-là, donc, à part le financement, ce mécanisme d'accompagnement, on le fait déjà avec les startups résidentes, mais aussi avec les autres startups qui font nos programmes. L'accès euh, au marché, on les connecte avec les corporates, ou bien on les met en relation quand on a une requête qui vient d'une banque ou d'une autre institution X qui veut des startups spécialisées dans X secteur ou dans X, on va, nous on a déjà cartographié nos startups, on les connaît toutes, leur degré de maturité, leur référence marché, etc. Ben, on va les sélectionner, on va qualifier les meilleurs, et enfin, quand je dis les meilleurs, les plus matures, et on va les connecter à cette corporate. Donc, on facilite l'accès au marché à travers un mécanisme existant. La même chose pour le financement. On a des partenariats avec plusieurs fonds d'investissement, fonds de capital risque, la même chose. Selon la stratégie de chaque fonds, on va le matcher avec les startups qui intéresseraient potentiellement le fonds. Et donc, on organise des one-on-one sessions tous les mois. Et donc, on permet à ces startups d'accéder à ces fonds d'investissement. Donc, ce qu'on va faire à travers nous, le SVB, c'est juste structurer encore mieux cet accompagnement en faisant appel à des experts de qualité sur chaque brique d'accompagnement, du juridique, de l'IP, de la go-to-market stratégie, jusqu'à l'investment readiness. Et donc, c'est tout un parcours qu'on va ficeler Mais pour cette justement, tu startup. parlais un peu de financement et à ce point, je sais que ça te tient à cœur parce que tu en as parlé tout à l'heure sur les commandes. Donc les Oui, entreprises, elles ont besoin de fonds, mais souvent elles disent, moi j'ai besoin de clients surtout parce que je vais tester tout mon à fait. produit, je vais apprendre et je vais me financer parce que ça va me permet de continuer à développer, puis d'avoir d'autres clients. Parfois, il faut aussi des références, donc il faut des premiers clients pour en avoir d'autres, etc. Euh, alors, au tout début, quand il a commencé à avoir des startups, les grands groupes connaissaient pas trop les startups, donc c'était compliqué de les faire travailler ensemble. Je pense de plus en plus, mais ça reste quand même compliqué pour les startups d'aller convaincre un grand groupe et de travailler avec lui. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer? Comment est-ce que vous faites pour encourager les grands groupes à commander auprès des startups? Qu'est-ce que vous mettez en place pour ça? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on essaie en tout cas de faire beaucoup de lobbying autour de ça, parce que ce n'est pas normal aujourd'hui, à ce stade-là, que les donneurs d'ordre marocains ne fassent pas confiance ou ne n'ont pas un process achat dédié à l'innovation ou dédié à la start-up. La start-up ne peut pas attendre 6 mois, 18 mois. Croyez-moi que c'est vrai, hein, de 6 à 18 mois pour avoir un contrat. Après, quand elle a le contrat, elle dispense, ou bien ça c'est dans le meilleur des cas, quand elle a le contrat, elle livre, elle n'est pas payée dans les délais. Donc, imagine, c'est la start-up qui finance la corpo et pas l'inverse. Et donc ça, franchement, il faut qu'on fasse attention à ce C'est vrai qu'il y genre a deux de sujets, choses. convaincre Voilà, pour travailler ensemble, et ensuite il y a aussi les paiements, les délais de paiement, etc. exact. Parce qu'une startup, elle peut mourir entre-temps si elle n'est pas Voilà, payée à bien temps. sûr, bien sûr. Donc sur la partie accès à la commande, là, franchement, il y a encore un effort à faire par les donneurs d'ordre publics et privés. Alors je sais qu'il y a eu une loi qui a un peu, je vais dire, assoupli le process de commande du public vers la start-up. Mais là encore,
les organisations publiques sont frileuses. Elles n'arrivent pas à le faire. Très peu le font. Et donc, très peu de startups ont accès à la commande publique. Et moi, j'ai eu quelques startups qui m'ont dit qu'ils ont soumissionné à des appels d'offres qui n'ont pas gagné et que ces appels d'offres ont été gagnés par des structures internationales qui ont sous-traité chez la startup. Ah ouais, ok. D'accord? Donc Et c'est après, clairement juste une et après, problématique la de... startup, elle va y récupérer, dans le meilleur des cas, 20% de cette commande. Et ça, c'est dommage. C'est un gâchis pour nous. Deuxième chose, c'est la confiance. Et quand je dis la confiance, moi, j'aimerais bien que ces corporates, en fait, je ne sais pas, ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est qu'il y a des sandbox dans chaque corporate, des sandbox où on va inviter, on va exiger à ce que les salariés de l'entreprise innovent avec des startups, des chercheurs, des créateurs au sein de cette cette sandbox sandbox. pour innover et créer des solutions euh, sur mesure pour les besoins de la corpo. Mais ça se fait toujours en mode test and learn, jusqu'à arriver à la solution ou au produit qui répond véritablement aux besoins de la corpo. Ça permet aux collaborateurs de la corpo de sortir de leur zone de confort et de se mettre dans ce mécanisme d'innovation. Ça permet à la start-up d'apporter son savoir-faire et son agilité et sa compétitivité. Et puis, ça permet quand même d'avoir in fine une solution qui répond aux besoins de la corpo. C'est des pratiques qui se font aujourd'hui à l'international, mais au Maroc, on a encore du mal. Alors, la seule qui a été créée aujourd'hui, et j'en suis vraiment heureuse, c'est pas une sandbox, mais c'est le Morocco FinTech Center aujourd'hui qui regroupe tous les acteurs de la FinTech avec à leur tête Banque El Maghreb qui aujourd'hui est en train de voir comment est-ce que ces startups sont conformes à la réglementation ou quelle réglementation pourrait être assouplie d'une manière ou d'une autre pour que la startup FinTech puisse avoir une solution conforme. Donc, ce consortium entre le régulateur, les banques, les universités et les acteurs fintech font que aujourd'hui il y a pas mal de solutions là, de sujets qui étaient opaques auparavant et qui sont aujourd'hui des sujets qui pourraient être résolus de manière rapide et en faire des solutions fintech. Ouais, et ça crée un endroit où ça les fait discuter. Tout à fait. Donc moi j'aimerais bien avoir ça dans l'agriculture, dans d'autres secteurs, la santé notamment. Tu parlais tout à l'heure des licornes, avec un objectif de 2 licornes. Qu'est-ce qui... donc aujourd'hui, on n'en a pas encore. Il y a des boîtes qui se développent bien, mais on n'a pas encore de licornes. Qu'est-ce qui manque pour qu'on en ait? C'est-à-dire que, est-ce que c'est juste une question de temps? Et finalement, les entreprises qui sont en train de se lancer et qui vont y arriver, ou est-ce que il nous manque encore des choses pour y arriver? Bah, il nous manque tout ce que j'ai cité tout à l'heure, donc la scalabilité, la montée à l'échelle. Donc, pour avoir une licorne, il faut déjà assurer le step before qui est to scale. Et là encore, une ouverture. Enfin, il faut penser au produit pour qu'il soit scalable, tester avec les premiers clients au Maroc, mais penser dès le début à comment je peux le scaler. Comment cette solution, peut-être aujourd'hui je la développe pour la santé, mais elle est aussi valable pour l'industrie, pour l'éducation, pour d'autres pays, etc. On est sur un momentum, moi j'y crois, on est en 2026. On est en train quand même de faire des pas beaucoup plus rapides qu'auparavant. Et en tout cas, j'espère avoir une première licorne, en tout cas très bientôt. On commence à voir quand même qu'il y a des levées de fonds plus importantes qu'auparavant. C'est donc les dernières levées de Les fonds, dernières, elles ont euh, dépassé parfois 10 millions de dollars dans une levée de fonds, absolument. donc ça c'est nouveau. Donc c'est nouveau et donc je me dis peut-être qu'il y a un momentum et on verra notre On a première probablement licorne. déjà peut-être des startups qui valent plus de 100 millions de dollars, je pense. Parce qu'il y a des levées de fonds qui font plus de 10 millions de dollars, donc je pense que des valorisations qui s'approchent ou qui Qui dépassent 100 millions de s'approche. dollars. Mais donc effectivement, la taille des levées de fonds fait qu'on a quand même des boîtes qui commencent à avoir une Valo. certaine valorisation. Oui. Ouais. Euh, Comment est-ce que tu vois la suite pour Technopark, la vision à 5-10 ans? Euh, à quoi va ressembler Technopark à l'horizon 2030, 2035? Comment tu vois les choses?
Ben déjà, on a cette mission d'être inclusif et je crois beaucoup en le potentiel du Marocain ingénieur, mais aussi du Marocain ingénieux avec X. Il y en a plusieurs dans les régions, enclavées. C'est des talents très forts en maths, en logique, très passionnés par le digital et parfaitement anglophones. Je vais vous surprendre, mais c'est ça la réalité. Quand je vais vers le sud, c'est un Marocain qui porte un projet très pertinent. Mais le type, il va parler anglais ou la tamazirt. Chleh. Et donc, il est ancré dans son territoire, mais il est connecté à l'international, il est passionné par le digital. Et c'est ces jeunes-là qu'on doit absolument accompagner et on doit aller vers eux. Et on doit être dans l'égalité des chances. Le Marocain à Casablanca, comme le Marocain à Midelt ou à Laayoune ou à Dakhla, doit avoir les mêmes chances et les mêmes accès aux mêmes dispositifs d'appui pour qu'ils soient des citoyens créateurs de valeur, créateurs d'entreprises, créateurs d'emplois et surtout créateurs dans leur région. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes-là, comme quand ils ont leur diplôme dans ces régions un peu enclavées, ben, ils vont venir à Casablanca ou à Hmm. Rabat pour chercher du travail. Qui va moins développer la région. Nous, on a besoin que ces jeunes restent dans leur région, qu'on puisse les outiller, qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils créent leur entreprise, qu'ils créent des emplois et qu'ils créent de la valeur et de l'assiette fiscale dans leur région. Donc c'est ce qu'on cherche à faire. C'est pour ça qu'on a cette stratégie d'expansion régionale. Donc on a besoin de l'appui des régions. Aujourd'hui, le Conseil des ministres, je crois, du mois dernier ou du mois d'avant, présidé par Sa Majesté, il y a aujourd'hui de nouveaux programmes de développement territorial intégrés qui suscitent une collaboration et une synergie entre les acteurs locaux et les acteurs nationaux pour justement créer ce genre de dispositif d'appui qui pourrait créer des emplois. Et aujourd'hui, on ne peut pas créer des emplois sans créer des entreprises. Ouais. Des entreprises viables, bien évidemment, et qui s'inscrivent dans la durée. On a parlé beaucoup on a utilisé le mot start-up depuis le début, mais je pense que c'est plus entreprise technologique que start-up. Parce que finalement, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous appelez les entreprises dans Technopark, Ouais. et à start-up, j'ai entendu PME digital aussi TPE parfois. Digital. Alors, TPE Digital, c'est une entreprise qui va utiliser la technologie pour performer un secteur. Ouais. Les marketplaces aujourd'hui, on ne les considère pas, nous, comme des startups. C'est une TPE Digital parce qu'elle est juste en train de... C'est du e-commerce. Elle est en train de digitaliser un secteur en apportant le digital comme levier. La start-up, elle, vraiment, elle s'inscrit dans quelque chose d'innovant où la technologie, enfin, elle produit de la Et technologie. avec une volonté d'hypercroissance. Voilà, avec une volonté Mais les deux sont importants. scalabilité. C'est-à-dire que Bien évidemment, nous, toutes les entreprises ne sont pas des startups, toutes les entreprises n'ont pas besoin absolument. de lever des fonds avec des D'ailleurs, fonds d'investissement, etc. sur Mais les deux sont importants. absolument. Sur le pool des 500, 30%, presque 30% sont des startups et le reste sont des TPE digitales. Voilà, ouais. Par contre, la TPE digitale peut devenir une startup. C'est une question Donc, de culture d'entreprise. voilà. Si elle se met à lever des fonds, à vouloir absolument. croître encore plus Oui. vite, à Alors, développer une technologie. on a vu pas mal de shifts de plateformes e-commerce qui sont devenues des fintech. Ouais. Donc, on accompagne en fait les deux. Et des fois, on est heureux de voir ce shift vers d'une TPE digitale vers une start-up. Et les TPE digitales, plus on va vers les régions, plus il y a plus de TPE digitales que de start-up. Ce qui est normal. J'imagine que tu rencontres plein d'entrepreneurs, ce qui est un des trucs qui doit être très très intéressant aussi dans ce métier, ou quand on est à Technopark, quand on y passe du temps, etc. C'est quoi généralement les conseils que tu donnes? Parce que tu as vu beaucoup d'entreprises passer, certaines qui ont réussi, mais aussi beaucoup qui n'ont pas réussi, c'est normal. Quels conseils généralement tu donnes aux entrepreneurs qui se lancent? Alors déjà qu'ils soient accompagnés, qu'ils aient un mentor, ça c'est très important, qu'ils ne se lancent pas juste seuls, que la solution qu'ils envisagent de développer doit absolument répondre à un besoin qu'ils ont identifié, qu'ils profitent de tous les dispositifs d'appui qu'il y a aujourd'hui,
Et donc, à travers les événements du Technopark, mais aussi les événements qui sont aujourd'hui tout autour, qui sont organisés par les autres acteurs de l'écosystème, de ne pas se disperser. Parce que ces jeunes, ils veulent tellement faire beaucoup de choses qu'ils ont tendance des fois à se disperser et vouloir créer 10 000 solutions pour régler 10 000 problèmes. Donc ce sujet-là, je l'aborde souvent avec les jeunes non expérimentés. Et la dernière chose, c'est de vraiment avoir le network, avoir le réseau. C'est très important. Les jeunes, ils ont souvent tendance à rester en face de leur PC, leur fichier Excel. Ils croient que c'est au bureau que ça se passe. Or, ça se passe beaucoup lors des événements. Créer un réseau autour pour en fait qu'ils soient toujours au courant de ce qui se passe, qu'ils aient cette veille de manière naturelle et c'est pas toujours des études qu'il faut faire, des études de faisabilité ou la mais Dans les plutôt être discussions, on apprend dans les énormément de discussions, choses. dans les échanges. En tout cas, il ne faut pas qu'ils restent C'est de isolés. Il l'information faut qui est à qu'ils jour tout le temps. se connectent à un écosystème. Ouais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui se lancent ou qui ont déjà des entreprises. Pour ceux qui veulent rejoindre le Technopark, comment ça se passe? Alors, sur le site web du Technopark, il y a une rubrique candidature. Il faut qu'ils uploadent des documents. Par la suite, il y a une commission qui se tient toutes les semaines, qui étudie bien évidemment le dossier complet. Et 48 heures après, ils ont un mail à travers lequel ils savent qu'ils sont acceptés. Par contre, être accepté, ça veut pas dire qu'ils vont intégrer immédiatement le Technopark, physiquement, parce qu'il est plein, il y a une liste d'attente. Et donc, on fait en sorte de notre mieux, en tout cas, de les installer dans les plus brefs délais. Par contre, on a mis en place des coworking space pour justement leur permettre de faire l'immersion avant d'avoir leur local. Donc ça, c'est très facile. Après, pour ceux qui veulent venir rencontrer nos équipes, ils peuvent le faire aussi physiquement. Mais je les encourage plus à le faire sur le digital. C'est plus rapide et c'est plus efficace. Ok. Cette dernière question, qu'est-ce que tu fais en dehors de ton métier pour garder l'équilibre? Qu'est-ce qui sont les choses qui sont importantes pour toi? Alors, je marche au bord de la mer. Ça m'inspire beaucoup. Ça me permet de souffler un peu. J'aime bien voyager. Heureusement, mon métier me le permet. Par exemple, là, ces 3 dernières semaines, j'ai pu faire Oujda, Marrakech, Souera, Rabat. Et donc, c'est une source d'inspiration que d'aller vers ces régions, de m'acculturer. Et c'est très challengeant de, à chaque fois, se poser la question et c'est de se remettre en question de comment je vais mieux apporter à ces régions. Donc, juste pour revenir, c'est une source d'inspiration de voir ce Maroc pluriel. Et puis, la dernière chose, c'est quand j'ai le temps de faire un peu de sport et d'écouter un peu de musique. Ça, c'est aussi une C'est source important de repos pour moi. pour garder Voilà. l'équilibre. Labia Belmarkhlouf, merci beaucoup. Franchement, c'était un plaisir. Je pense que l'histoire de Technopark, c'est aussi l'histoire de la technologie et des startups au Maroc. Donc, c'est passionnant de voir comment c'est développé et quels sont les objectifs pour la suite. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était un plaisir. Merci Mohamed, c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.